On dit souvent que les avions ont des gros moteurs, c'est vrai, et que c'est dû au fait qu'il faut beaucoup d'énergie pour les maintenir en vol. C'est faux. Lors du vol avion, la force générée par votre hélice est plutôt faible par rapport aux autres forces qui, elles, ne sont même pas générées par un moteur. Le poids, la portance. Votre moteur ne fait que compenser les frottements générés par le fait que l'avion passe dans l'air. Or, vos avions sont optimisés pour passer dans l'air. On a créé des carénages, on a utilisé des matériaux composites pour que le rendu de la peau de votre avion soit parfait et la forme aérodynamique, elle aussi, a donné lieu à de nombreuses études pour qu'elle génère le moins possible de traînée. Du coup, si la traînée est faible, eh bien, la traction, elle aussi, va être plutôt faible. Alors, pourquoi on parle de gros moteurs sur nos avions? Pour répondre à cette interrogation, on va chercher comment fonctionne la traction de nos hélices. On fait tourner une hélice dans un avion à la même manière que celle d'un bateau. Mais la différence, c'est que dans un bateau, on tourne l'hélice dans l'eau et l'eau a une masse volumique 1000 fois plus importante que celle de l'air. Pour comprendre cette notion de masse volumique, c'est très simple. Il est toujours plus facile de s'appuyer, de créer une force dans l'eau, quand on nage par exemple, que dans l'air. Donc il va falloir adapter notre hélice non seulement au fait que la masse volumique diminue quand on monte en altitude, mais aussi que entre la vitesse d'un bateau et la vitesse d'un avion, eh bien, il y a quand même des différences. Du coup, on aura une grosse différence entre la forme de l'hélice d'un bateau et la forme de l'hélice d'un avion. Donc nous, en avion, on aura des hélices qui auront des pales plutôt effilées, grandes, avec une corde, la distance entre le bord d'attaque et le bord de fuite, qui sera plutôt faible. Rien à voir avec celle d'un bateau. Alors même que l'air va nous imposer cette forme d'hélice, il va aussi limiter la vitesse de rotation de mon hélice. La vitesse de rotation, bien sûr, va dépendre du rayon. Tout le monde comprend qu'une hélice va tourner plus vite en bout de pale qu'en pied de pale. Oui, mais on va atteindre quelle vitesse? Pour ce qui nous intéresse, au bout de la pale. Une hélice d'ULM de 150 cm par exemple, à 2550 RPM, obtiendra une vitesse de 390 nœuds. Ouch, c'est pas rien. Si l'hélice passe à 180 cm, comme pour un Cessna 172, alors la vitesse en bout de pale atteint 472 nœuds. Maintenant, si on a la chance d'avoir une hélice qui mesure 200 cm, tenez-vous bien, la vitesse en bout de pale sera de 525 nœuds. Et juste un petit problème, eh bien ça s'apparente à une vitesse transsonique au niveau de la mer. L'entrée de vos bouts de pale dans le monde transsonique va générer des ondes de pression, des problèmes de rendement, des problèmes aussi de bruit et surtout des efforts énormes qui n'ont pas lieu d'être sur vos hélices. Alors, si on résume notre problème, on doit avoir une hélice de forme allongée parce qu'elle évolue dans l'air, mais on ne peut pas la faire tourner trop vite, sinon on va vers les problèmes. Et pouf, un autre problème, la vitesse de rotation d'une hélice va définir, en même temps que la cylindrée, sa puissance. Autrement dit, si je veux de la puissance, et j'en veux, eh bien je dois jouer entre vitesse de rotation, qu'on appellera RPM, c'est rotation per minute, et cylindrée. Mais le jeu est truqué parce qu'on vient de voir que les RPM étaient limités. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez de la puissance, eh bien, vous allez être obligé d'augmenter la cylindrée parce que vous êtes bloqué par la vitesse de rotation de votre hélice. Et donc voilà pourquoi les avions ont des moteurs si imposants, parce qu'on a besoin d'avoir de la cylindrée. En comparaison des moteurs de voiture, les RPM d'un avion qui sont limités à 2550 tours, à peu près, c'est carrément ridicule. Et nous voilà privés d'une des évolutions les plus marquantes du XXe siècle sur les moteurs thermiques, l'augmentation des RPM qui a permis la diminution des consommations.
Et l'avion va payer très très cher cette obligation de limiter ses RPM. Donc si vous voulez de la puissance, eh bien, vous êtes obligé de passer par une augmentation significative de la cylindrée. Et vous allez voir dans les exemples, les moteurs d'avion possèdent des cylindrées qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on trouve sur des moteurs thermiques de voiture. Comparons par exemple le bruit d'un avion qui vient de démarrer son moteur et le bruit d'une Formule 1. Donc comme on est obligé d'augmenter cette cylindrée, eh bien, nos moteurs consomment et pour pouvoir mettre des grosses cylindrées, les moteurs sont très lourds, double peine. Et on n'a pratiquement vu apparaître aucune évolution ces 20 dernières années dans l'horizon des moteurs thermiques d'avion. Si on voulait comparer avec un domaine moteur thermique où il y a eu de nombreuses évolutions, c'est bien sûr la Formule 1. Un moteur de Formule 1, ça a une cylindrée de 1,6 litres, absolument ridicule. On est dans l'esprit d'un moteur de Clio. Mais on le fait tourner à 20 000 tours minute, 20 000 RPM. Ça a été limité depuis 2016. Et on arrive à tirer de ce bloc moteur, je le répète, de 1,6 litres de cylindrée, 850 chevaux. Nous, en aviation, pour un Cessna 150, on ne trouvera pas de bloc moteur plus petit. On a un Lycoming 235 avec 3,8 litres de cylindrée. Et si on le fait tourner à 2500 tours minute, on obtient 110 chevaux. Ben oui, c'est la misère. Alors quoi, on en reste là? L'évolution est venue de petits moteurs Rotax 912 qui est monté sur beaucoup d'avions d'aéroclub de place. Et lui, il développe 100 chevaux à l'hélice. Donc évidemment, vous voyez bien que les cylindrées sont vraiment différentes, mais ça ne s'arrête pas là. Les consommations et les masses des deux moteurs sont tout à fait différentes. Alors pour terminer cette comparaison, eh bien, les puissances obtenues sont à peu près les mêmes, sauf que pour le Lycoming, on obtient 110 chevaux à 2500 tours, et ici avec le Rotax, on obtient 100 chevaux, mais à 5800 RPM. Et oui, avec sa cylindrée de Clio, en gros, eh bien, il va bien falloir aller chercher la puissance quelque part, parce que là, elle n'est pas dans la cylindrée, elle est dans les RPM. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec l'hélice? Eh bien, elle tourne à 2150 tours, 2200 et quelques tours maximum. Et ce tour de passe-passe entre faible cylindrée et gros RPM pour le moteur, et pourtant une vitesse de rotation compatible avec l'aviation, eh bien, s'effectue à l'aide du réducteur. On a placé un réducteur de vitesse de rotation entre le moteur et l'hélice. On obtient là un petit moteur très efficace, très léger et économe pour nos petits avions et qui possède le même potentiel que les moteurs classiques Lycoming, c'est-à-dire aux alentours des 2000 heures. Et en plus, ce moteur va consommer de l'essence MoGaz, c'est-à-dire moteur gasoline, l'essence que vous trouvez à la pompe. Il ne sera pas obligé d'être nourri avec de l'essence Avgaz, aviation gasoline, qui coûte plus cher et qui est de moins en moins présente sur nos terrains. Grâce à ce petit moteur, eh bien, Rotax nous fait rentrer de plein pied dans les moteurs thermiques modernes. Et j'ai toujours pas dit que ce moteur, en plus, est refroidi de façon moderne par un système de refroidissement liquide qui lui permet de garder une température pratiquement constante pendant tout son fonctionnement, ce qui est loin d'être le cas des Lycoming traditionnels. Donc, dans cette guerre entre cylindrée et RPM, eh bien, la modernité est enfin arrivée en aviation et nous aussi, on a des moteurs qui tournent vite et qui permettent d'être légers et de moins consommer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On se revoit bientôt. Bye!